Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de vous accompagner dans la résolution d'un exercice de cinétique des mécanismes réactionnels en séquence ouverte. L'étude de la cinétique d'une réaction chimique peut se réaliser à l'échelle macroscopique ou à l'échelle microscopique. À l'échelle macroscopique, nous nous appuyons sur des résultats expérimentaux qui nous donnent par exemple l'évolution de la concentration d'une espèce au cours du temps. En cinétique microscopique, nous nous appuyons sur des mécanismes réactionnels. On parle de mécanismes par stade ou en séquence ouverte lorsque le mécanisme est constitué d'un ensemble de processus élémentaires dans lesquels tout intermédiaire réactionnel formé dans une étape est consommé dans une étape ultérieure et est non régénéré. On parle de mécanisme en chaîne ou en séquence fermée lorsque le mécanisme est constitué d'un ensemble de processus élémentaires dans lesquels certains intermédiaires réactionnels sont consommés puis régénérés, permettant ainsi la mise en place d'un processus cyclique. Je vais vous accompagner pour déterminer la loi de vitesse de la réaction d'hydrogénation du monoxyde d'azote, dont voici le bilan de la réaction chimique. Cette réaction n'est pas un acte élémentaire. Elle se décompose selon un ensemble d'actes élémentaires qu'on appelle un mécanisme réactionnel. Regardons de plus près ce mécanisme réactionnel qui vous sera fourni. Il se décompose en 3 étapes distinctes. Je vous propose les phases de résolution suivantes. Dans la première phase, il faut repérer les réactifs et les produits dans le mécanisme réactionnel qui est fourni. En orange, le monoxyde d'azote, en marron, le dihydrogène, en vert, l'eau, et en beige, le diazote. Dans une deuxième phase, il suffit d'identifier les intermédiaires réactionnels en les entourant, par exemple. Nous remarquons également la présence de 2 nouvelles espèces, N2O2 en bleu ciel, H2O2 en violet. Il s'agit donc d'intermédiaires réactionnels. Ils sont formés au cours d'une étape et consommés au cours d'une autre étape, mais non régénérés. Dans la troisième phase, nous caractériserons le mécanisme réactionnel de réaction par stade, séquence ouverte, ou en chaîne, c'est-à-dire en séquence fermée. On reconnaît un mécanisme par stade, donc un mécanisme en séquence ouverte. Dans une quatrième phase, nous allons exprimer la vitesse globale recherchée en fonction des réactifs ou des produits. Généralement, c'est le produit qui apparaît le moins et nous allons appliquer les définitions. La vitesse globale de la réaction peut s'exprimer à partir des vitesses de formation des produits. Il faut utiliser, attention, les coefficients stoichiométriques algébrisés, ici positifs puisqu'il s'agit de produits. Usuellement, on travaille avec le produit apparaissant le moins pour limiter le nombre d'équations à utiliser. Ici, chacun des produits intervient au cours d'une seule étape. Donc nous pouvons choisir de travailler avec le produit H2O ou avec le produit N2. La vitesse globale de la réaction s'exprime donc de la façon suivante. 1 sur plus 2, puisque le coefficient stoichiométrique de l'eau est de 2, multiplié par la vitesse de formation de l'eau, c'est-à-dire 1/2 multiplié par la dérivée de la concentration de l'eau par rapport au temps. Nous pouvons écrire une relation similaire avec N2, mais cette fois-ci, attention, son coefficient stoichiométrique est égal à 1. Continuons par la suite avec la vitesse de formation de l'eau. Je vous laisserai refaire les calculs avec la vitesse de formation du diazote et vérifier que vous trouvez bien les mêmes relations. Dans une cinquième phase, nous allons repérer les étapes clés, c'est-à-dire où l'entité choisie apparaît. 2 molécules d'eau sont formées au cours de l'étape numéro 3. Ainsi, par définition, la vitesse de formation de l'eau est égale à 2 fois la vitesse de l'étape numéro 3. Dans une sixième phase, nous allons exprimer la vitesse de cette étape à l'aide de la loi de Van 't Hoff. Cette étape, comme toutes les autres étapes de ce mécanisme réactionnel, est un acte élémentaire. Ainsi, elle vérifie la loi de Van 't Hoff. On écrit donc V3 égale à
K3, c'est-à-dire la constante cinétique de l'étape numéro 3, multipliée par le produit des concentrations des réactifs exposant leurs coefficients stoichiométriques. Ici, les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Mais l'exercice n'est pas terminé, puisque apparaît dans cette expression la concentration de H2O2 qui est un intermédiaire réactionnel. Il faut que votre loi de vitesse ne fasse intervenir que les espèces réactives du bilan. La 7e phase consistera à remplacer les concentrations des intermédiaires réactionnels grâce aux approximations vérifiées. Nous allons donc chercher une expression de la concentration du peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire H2O2. H2O2 est un intermédiaire réactionnel qui apparaît difficilement au cours de l'étape 2 et disparaît facilement autour de l'étape 3. Ces indications sont précieuses. Le peroxyde d'hydrogène ne va pas s'accumuler dans le milieu, c'est-à-dire que sa concentration va rester à peu près constante. On peut donc appliquer l'approximation des états quasi-stationnaires, aussi appelée AEQS. Ceci revient à écrire que la dérivée de la concentration de H2O2 par rapport au temps est considérée nulle. Et par définition, la dérivée de la concentration de H2O2 par rapport au temps est égale à la vitesse 2 moins la vitesse 3. En effet, le peroxyde d'hydrogène apparaît dans l'étape numéro 2 et disparaît dans l'étape numéro 3, avec des coefficients stoichiométriques égaux à 1 dans les deux cas. Nous en déduisons donc que V2 est égal à V3. Ainsi, chercher la vitesse de formation de l'eau revient à chercher la vitesse de l'étape 2. Ceci est cohérent. En effet, l'étape 2 est une étape difficile. On peut appliquer l'approximation de l'étape cinétiquement déterminante. C'est cette étape qui va imposer la vitesse à l'ensemble de la réaction. Travaillons donc sur cette étape numéro 2. On peut appliquer à nouveau la loi de Van 't Hoff puisque cette étape, comme toutes les autres étapes, est un acte élémentaire. La vitesse de l'étape 2 fait intervenir un nouvel intermédiaire réactionnel. Il s'agit de la dioxohydrazine, N2O2. Il reste donc à trouver une expression de la concentration de N2O2 en utilisant la concentration plutôt des réactifs. Regardons dans quelles étapes intervient N2O2. N2O2 est formé au cours de l'étape 1, consommé au cours de l'étape inverse, moins 1, et également consommé au cours de l'étape 2. Attention, N2O2 est consommé difficilement au cours de l'étape 2. Nous ne pouvons pas appliquer l'AEQS à cet intermédiaire réactionnel. Veillez toujours à bien étudier les étapes dans lesquelles interviennent les intermédiaires réactionnels. Vous ne pouvez pas toujours appliquer l'approximation des états quasi-stationnaires. Il nous reste à exploiter les étapes 1 et moins 1, qui sont toutes deux très faciles. Il s'agit donc d'un équilibre rapide. La vitesse de l'étape 1 est égale à la vitesse de l'étape moins 1. C'est égal à la vitesse de l'étape inverse. En utilisant la loi de Van 't Hoff, nous exprimons les vitesses de l'étape 1 et de l'étape moins 1 à partir des concentrations des réactifs. Attention, dans le sens direct, le réactif est le monoxyde d'azote et son coefficient stoichiométrique est égal à 2. Dans le sens indirect, le réactif est la dioxohydrazine et son coefficient stoichiométrique est égal à 1. L'égalité entre ces deux vitesses, V1 égale V-1, nous donne ainsi une expression pour la concentration de N2O2 en fonction de la concentration du réactif NO. Enfin, dans l'ultime phase, il suffit de regrouper l'ensemble des relations pour exprimer la vitesse globale en fonction des concentrations des réactifs. Allez, reprenons les étapes dans l'ordre. Pour accéder à la vitesse globale, nous avons décidé d'exprimer la vitesse de formation de l'eau. Par définition, cette vitesse est égale à 2 fois la vitesse de l'étape 3.
En utilisant l'AEQS ou le principe de l'étape cinétiquement déterminante, nous avons l'égalité avec 2 fois la vitesse de l'étape 2. En exploitant la loi de Van 't Hoff, nous avons une expression de la vitesse de l'étape numéro 2. Cette vitesse fait intervenir l'intermédiaire réactionnel N2O2. Nous avons donc exploité l'équilibre rapide 1-1 pour avoir une nouvelle expression ne dépendant que de la concentration des 2 réactifs monoxyde d'azote et dihydrogène. En divisant par 2 ce résultat, nous accédons à la vitesse globale. Elle s'exprime grâce aux constantes de vitesse des étapes 1, -1 et 2, et grâce aux concentrations des réactifs NO et H2. Nous en déduisons que la réaction d'hydrogénation du monoxyde d'azote admet un ordre global égal à 3, qui est la somme des ordres partiels 2 par rapport au monoxyde d'azote et 1 par rapport au dihydrogène. Et voici le récapitulatif des phases que nous avons utilisées durant cet exercice. Cette méthodologie est adaptable pour tous les exercices avec des réactions par stade ou en chaîne. À vous maintenant de vous entraîner en vérifiant que vous trouvez la même loi de vitesse, mais en raisonnant avec la formation du diazote.